Merlin, le roi démon le plus puissant, mais aussi le plus paresseux, est contraint de prendre sa retraite pour rembourser ses dettes colossales. Il se réfugie sur le continent des humains, fuyant ainsi ses responsabilités. Il cache ses véritables pouvoirs en se faisant passer pour un perdant ordinaire, et se forge une réputation en tant que parasite le plus notoire de la ville. Merlin Lucifer, notre protagoniste, est en train de rédiger son rapport hebdomadaire lorsque, juste devant son palais, une armée humaine connue sous le nom de l'escouade de l'Église surgit sans prévenir, affrontant ses soldats démons. Lilith, la sœur cadette de Merlin, se rend sur place pour gérer la situation. Elle utilise sa magie de charme noir pour semer la confusion parmi les ennemis et les pousser à s'entretuer. Mais un soldat humain résiste totalement à sa magie. Une femme à la volonté inébranlable fonce droit sur Lilith et la submerge sans hésiter. Cette femme, c'est Alice, la 233e héroïne du Royaume de la Lumière. Sous le choc, Lilith comprend enfin que sa magie n'a eu aucun effet, car son adversaire est une femme. Elle tente alors une approche plus directe et, sur un ton moqueur, essaie de séduire Alice, lui murmurant qu'elle la veut dans sa collection de figurines. Mais avant qu'elle ne puisse aller plus loin, Alice dégaine son épée et engage un combat féroce. Lilith est la seule à porter un coup, ce qui la pousse à penser que cette héroïne n'a rien d'exceptionnel et qu'elle est plutôt moyenne. Cette remarque déclenche la fureur d'Alice, qui libère alors toute la puissance de son épée sacrée. Lilith, toujours désinvolte, attaque l'épée avec ses cheveux faits de tendons de dragon. Mais ceux-ci sont déchirés instantanément, révélant à quel point l'épée sainte est redoutable. Rapidement, Alice parvient à immobiliser Lilith, lui enchaînant les poignets et les chevilles grâce à ses pouvoirs magiques. Avec la défaite de Lilith, les soldats humains crient victoire à l'unisson, un vacarme qui parvient jusqu'aux oreilles de Merlin. À ce moment-là, il perd enfin patience, balayant ses papiers pour aller régler la situation lui-même. Pendant ce temps, forte de sa victoire, Alice reprend confiance et se sent prête à affronter le roi démon. Elle se tourne vers le chef de leur escouade, le grand sage, pour lui demander la permission de marcher vers le palais de Merlin. Mais le grand sage insiste. C'est lui et lui seul qui éliminera le roi démon, celui qui, au fil des années, a massacré d'innombrables soldats et héros humains et qui est la cause de l'échec répété de toutes leurs croisades. Il dévoile alors son arme ultime, une machine de siège en forme de baleine, une force inimaginable que l'Église prépare depuis un siècle. Le grand sage proclame fièrement que cette baleine est le sommet de la sagesse humaine et du progrès technologique, le chef-d'œuvre absolu de l'Église. Il la libère depuis les cieux, lui ordonnant de raser tout ce qui se trouve sur son passage. Alice tente de s'interposer, suggérant qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir recours à une telle extrémité, mais le grand sage est inflexible. Il est déterminé à exterminer tous les démons, convaincu que c'est là le destin glorieux des guerriers. Il active alors la baleine, dont la bouche gigantesque s'ouvre pour lancer un rayon de plasma sacré dévastateur, destiné à réduire les soldats démons en cendres d'un seul tir. À cet instant précis, Merlin Lucifer fait un pas en avant, se plaçant devant ses soldats et part l'attaque sans le moindre effort, sortant totalement indemne de l'assaut. Il repousse ses cheveux en arrière avec nonchalance, puis entre sur le champ de bataille en atterrissant directement sur la tête d'Alice. Un tel niveau d'irrespect frôle la légende. Lilith se précipite aussitôt dans les bras de son frère, se plaignant que ces ais humains cruels l'ont malmenée, tandis qu'Alice, toujours coincée sous ses jambes, lutte pour se dégager. Elle finit par s'extraire tant bien que mal et commence à se plaindre. Mais Merlin l'ignore complètement, préférant demander à Lilith qui est cette bavarde insupportable. Lilith lui répond en la traitant de pseudo-héroïne de bas étage, envoyée par le royaume pour les traquer. Merlin s'élance vers Alice pour observer de plus près son joli visage, lui adresse un sourire désinvolte, puis, d'un simple revers de doigt, l'envoie valser dans les airs. Il se moque ensuite, affirmant que le royaume de la lumière devient vraiment négligent dans le choix de ses héros, puisque lui n'a même plus besoin de dégainer son épée pour les vaincre. La seule chose qui impressionne réellement Merlin, c'est la baleine dans le ciel. Il se dit qu'elle pourrait peut-être atténuer la douleur de sa routine pendant au moins 2 jours. Pendant ce temps, le grand sage s'avance et déclare à Merlin qu'il est venu lui rendre l'humiliation de la dernière croisade. Mais Merlin n'a absolument aucun souvenir de cet événement, ni même de qui est ce vieil homme. Le grand sage tente de raviver sa mémoire,
affirmant être le seul humain à avoir survécu à leur dernier affrontement et considère cela comme un exploit majeur. Merlin finit par se rappeler et lui demande s'il est ce même lâche qui avait mouillé son pantalon en le suppliant de l'épargner, promettant qu'en retour, il enverrait plus de gens en sacrifice pour améliorer les performances du roi démon. À ces mots, les héros et les soldats présents restent figés, choqués d'apprendre que leur chef est tombé aussi bas, allant jusqu'à tenter de les vendre. Le grand sage nie aussitôt l'accusation, traitant Merlin de menteur, tout en bégayant et tentant désespérément de le faire taire. Dans un dernier acte de panique, il canalise toute la magie de ses soldats et la transfère à la baleine, multipliant sa puissance par 1000. Mais même ainsi, Merlin ne considère toujours pas cela comme une menace suffisante pour faire plier ne serait-ce qu'un seul cheveu de sa tête. Avant que la baleine ne puisse lancer son attaque, Merlin tire son épée noire, et d'un seul coup, il réduit l'énorme machine à néant, anéantissant complètement le plan du grand sage. Voyant sa défaite consommée, le vieil homme tombe à genoux une fois de plus, et, cette fois, s'accroche aux pieds de Merlin en le suppliant de l'épargner, rejetant toute la faute sur Alice, prétendant que l'attaque était son idée depuis le début. C'est alors qu'une cloche retentit depuis le château. Un rappel que la réunion hebdomadaire des 7 rois démons est sur le point de commencer. Et maintenant, Merlin doit rendre son rapport hebdomadaire. La réalisation le frappe de plein fouet. Pris de panique, il se tire les cheveux et court vers le château à toute vitesse. Il n'a pas encore écrit une seule ligne, laissant ses ennemis complètement sans voix face au fait que le plus terrifiant des rois démons est en réalité peur de la paperasse. Alice tente de l'arrêter en chemin, lui rappelant qu'ils sont toujours en pleine bataille. Merlin règle ça immédiatement d'un simple coup d'épée, anéantissant tous les humains sauf Alice, qui parvient de justesse à se protéger. De retour au château, Merlin rejoint la réunion des autres rois démons, qui savent déjà pertinemment qu'il n'a fait aucun progrès dans le développement du royaume des ténèbres. Aucun profit, aucune amélioration, et évidemment, toujours pas de rapport. Merlin essaie de se défendre, affirmant qu'il vient tout juste de vaincre une armée humaine entière, une baleine volante géante, et qu'il travaille vraiment. Mais personne ne s'en soucie. Ils veulent des chiffres, des résultats, car le palais a besoin d'argent pour fonctionner, pas de cadavres. On lui montre les contributions des autres rois démons, et il devient évident, douloureusement évident, qu'en comparaison, Merlin n'a absolument rien fait, sinon glandé. Il le qualifie de pire roi démon de l'histoire, décide de réduire son budget de la semaine suivante et le ridiculise au point qu'il finit par craquer. Merlin leur rappelle que c'est lui qui a tué des millions d'ennemis, défendu le premier palais à lui seul et protégé les 6 autres rois démons, plus faibles, pendant toutes ces années. Il estime que personne d'autre ne pourrait égaler cet exploit et leur ordonne de cesser de remettre en question ses compétences. Mais les autres ne sont toujours pas convaincus. Il souligne les dégâts massifs qu'il cause à chaque fois qu'il met un pied sur le champ de bataille. L'un des rois démons, celui de la luxure, sort une longue liste détaillant toutes les destructions causées par Merlin. Le palais détruit 168 fois, des infrastructures ravagées, des canalisations de champs de bataille brisées plus de 30 et 1000 fois, et révèle qu'à cause de tout cela, son salaire a été drastiquement réduit. Pire encore, il doit actuellement à la couronne la somme astronomique de 66 000 milliards de dollars. Et voilà pourquoi Merlin, malgré toute sa puissance, avait si peur un peu plus tôt. Il ne peut pas fuir, il ne peut pas démissionner. Il doit travailler pour rembourser sa dette. Après la catastrophe absolue qu'a été cette réunion, Merlin prend une décision. Il va fuir. Il prévoit de quitter le palais du roi démon pour de bon, afin d'échapper à sa dette, se glissant discrètement dehors, jusqu'à ce que Lilith surgisse soudainement derrière lui, le faisant sursauter à moitié mort de peur. Il partage avec elle son plan grandiose, partir pour que les autres se rendent enfin compte à quel point ils dépendaient de lui, et le supplie de revenir. Il se met même à glousser, s'imaginant son retour triomphal sous les acclamations. Lilith, elle, pense plutôt qu'il s'est fait virer. Mais Merlin insiste. Il a démissionné de son plein gré pour soigner son cœur maudit. Un cœur qui, selon lui, ne cesse de rétrécir. Même si la malédiction est réelle, il est clair qu'il utilise cela comme excuse. Apparemment, la seule chose qui soulage temporairement la douleur, c'est d'abattre des ennemis puissants.
Il prétend qu'il va maintenant voyager à travers le monde pour affronter les adversaires les plus redoutables et ainsi lever la malédiction une bonne fois pour toutes. Lilith gobe l'histoire, mais ne veut toujours pas qu'il parte. Elle sait que son frère ne survivra pas une journée dans le monde extérieur. Il est absolument inutile pour tout, ce qui ne concerne pas le combat. Alors qu'elle continue d'insister pour qu'il reste, Merlin finit par lui avouer qu'il doit ** 66 000 milliards de dollars * aux autres rois démons et qu'il sera littéralement condamné à travailler jusqu'à la mort s'il ne s'en va pas maintenant. À ces mots, Lilith change immédiatement d'avis. Elle l'encourage à partir, lui dit d'aller se trouver un nouveau boulot et de ne revenir qu'une fois la dette entièrement remboursée. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, Alice fait semblant d'être morte pour éviter de se faire remarquer par Lilith, qui se promène tranquillement dans les environs. Après tout, Alice est la seule survivante, les autres ayant été réduits en poussière. Il est donc évident que Lilith va finir par la remarquer. Et c'est ce qu'elle fait. Mais en la voyant immobile, Lilith suppose qu'Alice est morte. Elle soupire, trouvant dommage qu'un si joli visage disparaisse si vite. Elle pense même ramener son corps au palais pour l'ajouter à sa collection de figurines. Mais avec toute cette armure, ce serait trop encombrant. Elle se dit donc qu'elle va juste prendre sa tête. Mais au moment où elle tente de l'immobiliser, Alice sursaute et recule aussitôt. Lilith éclate de rire. Elle savait depuis le début qu'Alice faisait semblant. Cette fois, Lilith ne plaisante plus. Elle veut punir Alice pour l'avoir humiliée plus tôt devant son frère. Sachant qu'elle n'a aucune chance, Alice prend ses jambes à son cou. Lilith, qui adore les jeux de chat et de souris, invoque 2 loups pour traquer la jolie petite souris. Pendant ce temps, Merlin atteint la côte. Pour fuir le continent démoniaque, il doit traverser la mer des démons. Il croit avoir de la chance en apercevant au loin les bateaux abandonnés de l'armée du Grand Sage. Mais lorsqu'il atteint les quais, il découvre que les navires ont été réduits en miettes. Ce n'est que maintenant qu'il réalise que la même attaque qui a anéanti ses ennemis plus tôt a aussi détruit les bateaux. Malheureusement, les démons ne savent pas nager. Bien sûr, il pourrait marcher sous l'eau, mais ce n'est clairement pas une option pour lui. Il se retrouve donc complètement coincé, se demandant comment il va bien pouvoir quitter cet endroit. Il possède une petite barque, mais ramer à travers la mer est bien trop fatigant à son goût. C'est à ce moment-là qu'Alice débarque en courant, toujours poursuivie par les loups. Consciente que la mort est proche, elle se souvient enfin des paroles de son maître, qui lui avait toujours dit de ne pas devenir héroïne. Elle était encore trop faible et ne tiendrait jamais face à des ennemis non humains. À l'époque, Alice n'avait pas écouté. Elle voulait devenir célèbre. Et puis, vivre avec son maître dans les montagnes enneigées et désolées l'avait convaincue qu'elle ne rencontrerait jamais le prince de ses rêves là-bas. Ce n'est que maintenant qu'elle comprend que son maître avait raison. Ce monde est bien trop terrifiant. Elle prie les dieux de la laisser vivre, juste cette fois. Elle promet qu'elle ne ressortira plus jamais tant qu'elle n'aura pas perfectionné ses compétences. Par miracle, elle parvient à rassembler assez de force pour terrasser l'un des loups. Mais l'autre se transforme en sa véritable forme démoniaque et la domine complètement. Au bord de la mort, elle implore qu'on l'épargne, hurlant qu'elle veut tomber amoureuse et avoir des enfants avant de mourir. Et c'est à ce moment-là que son sauveur improbable, Merlin, descend du ciel. Et Merlin transforme le loup démoniaque en un petit chiot inoffensif, comme si de rien n'était. Il regarde Alice et a soudain une idée diabolique. Faire d'elle son esclave, histoire d'avoir un peu de main-d'œuvre gratuite. Il lui rappelle, en l'appelant héroïne à moitié cuite, que puisqu'il lui a sauvé la vie 2 fois, elle lui appartient désormais et doit rembourser sa dette, en devenant son esclave. Avant même qu'elle ne puisse protester, il la soulève et l'embarque dans sa barque, celle qu'il avait repérée plus tôt, avec l'intention très claire de l'utiliser comme moteur à rame pour traverser la mer des démons, vu qu'il est beaucoup trop paresseux pour ramer lui-même. Mais pourquoi est-ce que tout a tourné ainsi ? Alice était censée vaincre le roi démon, goûter à la gloire et épouser un prince charmant. Cette croisade devait la mener droit dans les bras d'un beau prince. Mais en réalité, la seule chose qu'elle tient entre ses mains, c'est une rame en bois. Pendant ce temps, Merlin, qui n'a rien d'autre à faire, prend la pose et fait jaillir une aura puissante, comme s'il tournait dans un shonen.
Il dit à Alice qu'elle devrait chérir sa position d'esclave, qu'il s'agit d'une véritable bénédiction. Mais Alice marmonne que cette soi-disant bénédiction vient sans salaire et sans la moindre pause. Quoi qu'il en soit, elle continue de ramer, alimentée par la rage, et lui promet qu'une fois de retour dans son royaume, elle le fera payer 1000 fois cette humiliation. Elle transforme sa colère en force brute et commence à ramer à toute allure. Mais même au milieu des vagues agitées, Merlin reste parfaitement stable, jusqu'à ce qu'elle remarque qu'il a simplement calé son pied contre le fond du bateau pour garder l'équilibre. Lol. Le jour se transforme en nuit. Alice est exténuée d'avoir ramé sans arrêt. De son côté, Merlin sort. Un réchaud venu de nulle part, et se prépare un bon repas fumant, digne d'un festin. En sentant l'odeur alléchante, il demande à Alice pourquoi elle a arrêté de ramer, et la traite de pire héroïne de l'histoire. Alice n'en croit plus ses yeux. Sa patience atteint ses limites. Elle jette la rame sur lui et déclare qu'elle démissionne. Pour la convaincre de reprendre, Merlin lui propose de partager son repas. D'abord, Alice refuse par fierté. Mais quand son estomac commence à grogner, elle craque et accepte. Et là, elle découvre un goût si incroyable qu'elle en pleure presque, appelle Merlin « maître » et se met à pleurer à chaudes larmes. Elle admet alors qu'elle n'a aucune colonne vertébrale. Mais soudain, l'odeur de la viande attire des requins démoniaques. Paniquée, Alice se réfugie dans les bras de Merlin. Avec un simple regard menaçant, Merlin fait fuir les requins. Instantanément. Alice, confuse, se demande pourquoi ces monstres ont fui aussi vite. Merlin, bien sûr, s'en vante immédiatement, affirmant que dans tout cet océan, la créature la plus redoutable, c'est lui. Et voilà pourquoi les requins ont pris la fuite. Mais Alice n'y croit pas trop. Elle a entendu dire qu'un monstre marin légendaire vit sous CSO et espère de tout cœur qu'ils ne tomberont pas sur lui. Pour éviter ces attaques, les humains avaient apparemment badigeonné leur navire avec du crottin de dragon sacré. En entendant cela, Merlin comprend enfin pourquoi l'armée d'Alice puait autant. Alice, vexée, se lance alors dans un long monologue pour lui expliquer que le caca de dragon sacré vaut plus que de l'or. Mais voilà. Le dragon sacré a mystérieusement disparu. Si ce qu'elle dit est vrai, cela signifie que vendre ce fumier pourrait permettre à Merlin de rembourser sa dette monumentale sans lever le petit doigt. Ni une ni deux, il sort un cristal de contrat, un artefact servant à lier les bêtes démoniaques, et révèle qu'il possède le dragon sacré, qu'il a baptisé Bucky. Il commence alors à rêver. Utiliser les crottes de Bucky pour effacer ses 66 000 milliards de dettes. Fini les efforts. Fini les rapports hebdomadaires. La belle vie. Mais, dans un revirement cruel du destin, sa main glisse et le cristal tombe, droit dans l'océan. Et puisque Merlin ne sait pas nager, il est obligé de renoncer à son plan et de continuer sa route vers le royaume de la lumière avec Alice. Un peu plus tard, il remarque un silence étrange. La mer est calme, trop calme, et il n'y a aucun poisson en vue. Merlin devine aussitôt. Un prédateur immense rôde dans les parages, et comme pour confirmer ses dires, le monstre marin émerge soudain des profondeurs. Mais au lieu d'attaquer, Merlin recule et annonce à Alice, sans honte aucune, qu'il ne peut pas nager. Alors c'est elle qui prend l'initiative. Elle fonce vers le monstre et le transperce de son épée. Ce coup d'épée ne cause aucun dégât au monstre marin. Au contraire, cela ne fait que l'énerver encore plus. Merlin tente alors de convaincre le monstre de donner un sens à son existence misérable en les aidant à traverser l'océan. Mais le monstre lui crache dessus en guise de réponse. Il essaye ensuite de les dévorer en aspirant toute l'eau aux alentours. Alors que le bateau menace d'éclater, Merlin finit par dégainer son épée et, d'un seul coup, il abat la créature. Merlin a beau être arrogant et sans honte, une chose est désormais claire pour Alice. Merlin est l'être le plus puissant qui existe. Le reste du voyage se passe sans encombre et peu après, ils atteignent le rivage. Merlin se plaint de la fatigue de ce périple, alors qu'il n'a strictement rien fait, laissant Alice tout gérer. Alice le traite d'hypocrite, mais Merlin affirme qu'il a tout de même contribué. En la dirigeant avec sagesse, sans quoi il ne serait jamais arrivé à destination. Bien sûr. Quoi qu'il en soit, Merlin estime désormais qu'Alice est bien trop inutile pour rester son esclave, alors il la licencie, lui disant de ne pas être triste. Ce n'était jamais censé durer.
Elle n'en revient pas de son culot légendaire. Elle lui hurle qu'elle ne veut plus jamais voir sa tête et lui tourne le dos. Mais Merlin l'arrête encore une fois, car il a encore besoin de son aide. Cette fois, il lui demande d'enlever son armure. Lorsqu'elle refuse, il la lui retire lui-même, non pas pour voir ses atouts sacrés, mais parce qu'il n'a pas d'argent. En effet, il compte vendre l'armure en mithril d'Alice, affirmant qu'il la mérite puisqu'il vient de lui sauver la vie en tuant le monstre marin. Puis, il s'enfuit, la laissant seule et sans rien au bord du rivage. Pendant ce temps, de retour au château, Lilith se prélasse, persuadée que son frère pathétique et inutile reviendra ramper à ses pieds après avoir découvert à quel point la vie hors du palais est difficile. Quant à Alice, dès son retour en ville, elle n'est pas accueillie en héroïne, mais traînée en justice, accusée d'être responsable de la mort de tous ses camarades.